Bonjour, shalom, assalamu alaikum, good morning, guten tag, mais nous disons également un peu aux populations de la préfecture de Dangpen et Atiché, à nos compatriotes de la préfecture de Loti, parce que cette émission, nous la dédions spécialement aux localités de Djabignon, c'est dans la préfecture de Dangpen et de Sadori, dans Loti, où le chef de l'État procède actuellement à l'inauguration de deux nouveaux ponts qui viennent d'être construits sur les rivières, la Kara et le Kumongu, grâce à la coopération avec l'Empire du Japon. Vous êtes les bienvenus au Club La Presse de ce jour et nous sommes le jeudi 28 novembre 2019. À la technique, Don Piero Gado Suleiman qui manie les boutons de la console pendant que Jero Dakucha enregistre l'émission en son qu'en image à mettre à votre disposition à partir de 12h30. Cette émission que nous co-animons avec vous à partir de 12h lorsque vous entrerez en ligne par les deux numéros le 22 21 33 74 ou le 22 20 19 68. C'est à partir de 12h. Mais d'ici là, ici déjà au studio, Ambroise Yao Ponjo, bonjour. Oui, ça c'est bonjour. Je voudrais dire bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Canal FM. Profitez de dire bonjour au directeur général de la foire Togo 2000. Cette foire a démarré et je crois que déjà les Togolais se déplacent massivement avec toute la panoplie d'entreprises et de propositions d'articles qui sont à la foire. Mais j'invite les médias à aller couvrir l'événement qui est là tous les jours parce que on ne peut pas quand même être partenaire d'un événement aussi important et ne pas aller couvrir cet événement. Merci. Je voudrais ajouter, oui, si tu permets, en disant un bonjour Ambroise. Oui, je voudrais profiter pour attirer l'attention du Premier ministre sur le cas du CEG et du primaire de Ségbé. Ils ont des enseignants volontaires qui se débattent depuis plus de 5 ans, qui forment les enfants. Maintenant, au cours du concours, on a juste pris en compte ceux qui ont été ramenés par le Provonat. Ils ont laissé pour compte les autres. Je prierai le Premier ministre de voir le cas de ces enfants et de ces enseignants qui forment des milliers d'enseignants aussi dans cette zone. Merci. Merci. Pour revenir sur la foire de Lemay, la Nouvelle Tribune y a consacré un article que le e-commerce est au cœur de cette fête foraine qui se déroule jusqu'à encore quelques jours. Et là, Mati Chogwe, bonjour. Bonjour SAS, bonjour Canal FM, bonjour à tous les opérateurs économiques présents du côté de la foire et bonjour à nos amis du Nigeria dont c'est la journée ce mercredi. Bonjour également à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent de l'autre côté du Togo. Merci Michel Tchadja qui s'est habillé aujourd'hui comme un ranger, comme quelqu'un qui travaille à la tête d'un service de la brousse. Michel Tchadja, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux collègues présents, bonjour à nos amis derrière la belle vitrée et puis surtout bonjour à tous et à toutes celles qui nous suivent actuellement. J'espère que nous sommes suivis à Djabignon et à Sadori, ces localités pendant longtemps enclavées et pour lesquelles le chef de l'État inaugure les nouveaux ponts sur la Kara et le Kumongu. L'occasion, Michel, de rappeler que, comme nous aimons le dire, la route de développement commence par le développement de la route. Ah oui, je pense que le gouvernement l'a compris. Depuis 2008, si je ne me trompe pas, quand le gouvernement lançait la politique des grands travaux, c'est juste pour essayer de lancer en même temps le secteur économique, parce que vous savez, pendant longtemps, nous qui sommes un peu du nord du pays, il y a des localités où les produits vivriers abondent, mais que les paysans n'avaient pas la possibilité d'écouler. Et progressivement, le gouvernement,
par la politique des grands travaux, a progressivement, donc je disais, ouvert certaines localités qui étaient fermées et dont la situation géographique ne permettait pas de couler véritablement les produits. Et surtout, les routes en tout cas urbaines, qui ont vraiment, en tout cas, doublé ces dernières années. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on attend, mais c'est quand même important que le gouvernement entame ces travaux-là. Et aujourd'hui, c'est bien que le chef de l'État puisse inaugurer ces nouveaux ponts sur la Kara. C'est dans le sens d'aider les populations à mieux circuler. Merci. C'est avec joie au cœur que nous réceptionnons avec le chef de l'État ces nouveaux ponts sur la Kara et sur le Koumongo, avec l'espoir que le chef de l'État va réceptionner également notre fameuse route Lomé-Vaughan-Enfoin qui va son petit bonheur de chemin. Mais que dire également de cette route-là Dapaon-Mandouri qui a été lancée également. Les travaux ont évolué de Dapaon à Naki-Est, de Naki-Est à Borgou, et puis le tronçon Borgou jusqu'à Mandouri qui est en souffrance. Nous-mêmes, victimes de l'éloignement, nous n'en parlons pas beaucoup, mais Elan Antichogbe, voilà une route à laquelle les journalistes devraient s'intéresser. La route Lomé-Dapaon-Mandouri, notamment le tronçon Borgou-Mandouri d'une longueur de 45 km, route qui est en souffrance. Les témoins sur les lieux nous disent que la société Ebomaf aurait même rapatrié et son personnel et toutes ses machines, alors que nous apprenons que tout le financement a été payé. C'est à près de 700 km de Lomé, mais l'homme, vous devrez vous y intéresser. Oui, évidemment. Vous savez que le problème des infrastructures routières au Togo se pose avec acuité, mais depuis 10 ans déjà, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits, notamment sur plusieurs chantiers. Quand aujourd'hui on revoit la ville de Lomé certaines artères, on se dit que il y a des efforts qui ont été faits. Maintenant, l'intérieur du pays, c'est vrai que également quand vous prenez la route Atapamé-Kara aujourd'hui, on se rend compte que des efforts ont été faits de ce côté-là aussi. Lomé à Nero, même chose, mais au nord du pays. Mais déjà, il y a des trous qui grandissent chaque jour sur la route Lomé à Nero. Voilà, il y a des trous, il faut le dire également, il y a des trous qui grandissent chaque jour. C'est vrai que le marché du dédoublement a été attribué déjà, dédoublement à partir d'Avepozo, Baguida Nala Nero, qui a été confié plutôt aux Tunisiens Sorobat. Donc après, quand on va à l'intérieur du pays, au Grand Nord, on se rend compte qu'il y a encore plusieurs chantiers qui ont été ouverts et qu'il va falloir terminer. Et donc aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons aux autorités pour que véritablement on puisse relancer ces chantiers, parce qu'on se rend compte que le problème des infrastructures routières au Togo ne finira pas. C'est-à-dire qu'on a plusieurs chantiers à finir, à terminer. C'est vrai, il y a des efforts. La dernière fois, on a fait le bilan de tout ce qu'on a mis comme milliards dans la rénovation, la construction du réseau routier. Mais on se rend compte que finalement, on a encore des efforts à faire sur beaucoup de chantiers pour pouvoir satisfaire les populations à la base. Des efforts à faire, même aux États-Unis, même en France, on ne finit jamais de construire les routes. Oui. Mais le problème chez nous ici, Ambroise, c'est que nous recherchons des financements à l'extérieur ou bien nous finançons sur notre budget propre, mais quand on lance les travaux, ça n'évolue pas et le chef de l'État tarde toujours à demander des comptes au ministre à qui il a confié ces chantiers. Les entreprises qui ont pris, le chantier et qui sont là, on les connaît très bien, on les croise à tous les coins de rue, mais les travaux sont arrêtés et personne ne leur demande jamais rien. Oui, je ne voudrais même pas revenir sur l'appel à chaque fois qu'on fait par rapport à la route de Ségbé, mais je voudrais rebondir sur le sujet. Là, c'est pas encore lancé. Hein. Oui, je sais. Je sais avant de le faire. Je voudrais, c'est une remarque pertinente qu'il faut relever effectivement. Je ne crois pas que ce soit Fonya Simbe qui soit le premier. Il est le premier responsable de tout ça, mais il n'est pas directement impliqué dans ça parce qu'il fait confiance aux gens qui, au retour, ne font pratiquement rien. Oui, justement, c'est dans ce cas qu'on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, il doit effectivement contrôler tout ce qu'il confie aux collaborateurs.
je crois que est-ce que le problème aussi est un problème il y a certains ministres qui se comportent ainsi, ils prennent toute la charge de la chose, ils veulent mettre leur nez dedans. Mais je ne sais pas si la nouvelle ministre aussi en est pour quelque chose, je n'en sais rien, je ne veux pas la couvrir non plus. Mais je pense qu'il y a une question des entreprises de BTP et l'entreprise de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise étatique de contrôle qui doit suivre les travaux. Je parle de la LMBTP par exemple, qui a ce rôle-là de contrôler l'exécution des travaux, leur efficacité. Est-ce que les travaux sont bien faits? Maintenant, je ne sais pas le contrat qui engage l'exécution de ces travaux, parce que il y a, selon des dires, certaines entreprises qui sont chargées de déployer leurs fonds pour démarrer le travail, et qu'au final, le gouvernement, si c'est comme ça, il y aura du saupoudrage, il y aura de la broderie, et il y aura du n'importe quoi. Parce que vous confiez la tâche à des gens qui, certainement, n'ont pas d'argent. Ils sont allés au niveau des banques, les banques qui hésitent parce que l'État ne paie pas vite comment vous l'appelez, les dettes. Donc, certains chantiers sont laissés pour compte. Quand on prend le cas de l'autre là, Sosou, l'entreprise de Nelson par exemple, quand on lui a confié le travail de Gbadago, Boulevard des Armées, le tronçon ouest. Ce quartier Gbadago est un quartier à problème même d'abord, mais il est arrivé quand même, sans lui faire de loge, à faire ce qu'il peut pour maintenir la route là, pour bien travailler sur la route là, et comment faire la route là. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense que la ministre ils doivent revoir les contrats qui sont signés avec les sociétés de BTP. Il ne sert à rien de clamer leur popularité, comme quoi nous travaillons bien. Mais il faut que ce travail-là soit visible sur le terrain. Merci. Ces travaux sont financés par des aides ou des prêts, ce qui cause un endettement. C'est de l'argent public. Eh bien, nous prions le chef de l'État avec promptitude de veiller à ce que les travaux soient exécutés avec la qualité qu'il faut et dans le délai imparti, et les louanges vont pleuvoir davantage sur lui. Michel. Oui, c'est tout ce que nous demandons au chef de l'État lorsque il confie les travaux au commissaire de gouvernement, qu'il soit beaucoup plus regardant pour faire en sorte que des résultats satisfaisants soient obtenus et le plus vite possible, parce que au Togo, tout est priorité. Quand nous prenons par exemple le pont qui doit relier normalement la préfecture des Zio à la préfecture de Yoto, je pense, quand vous arrivez à Gbelouvé, vous prenez, il y a une route un peu à l'est, vous faites 12-15 km, il y a un pont là-bas, on a mis juste les pylônes, ça fait 4 ou 5, voire 6 ans, des pylônes qui coûtent des milliards, et là, on a abandonné le chantier. On a abandonné le chantier jusqu'à ce jour. Et pourquoi je reviens sur ce chantier, c'est parce que pour faire le pont, on a dû dévier l'eau, on a dû dévier les eaux. Vous comprenez? Et comme le pont a été abandonné, le chantier a été abandonné, il se fait que les eaux là envahissent maintenant les villages environnants. Et chaque fois qu'il y a des inondations, les populations sont obligées de prendre leurs bagages et fuir les villages. Alors que ceux à qui on a confié ces chantiers-là sont là. Le ministre du tutelle à l'époque, il est là, il n'a pas de problème. C'est ça qui est révoltant dans la population. Le pont des Hébreux qui a failli céder tout récemment, et qui a fait courir un certain nombre de ministres là-bas. Mais les travaux ont été confiés déjà à une entreprise. Mais comme la route de Lomé-Vogan ne finit jamais, il se fait que les véhicules qui devaient normalement passer sur cette voie sont obligés, comme on a fait la route, comment vous l'appelez, Aného, Tabulgo. Maintenant, les gros porteurs passent par là. Et l'entrepreneur, comme il est sérieux, il dit non. Comme ça, le problème se pose comme ça. Il vaut mieux faire ce pont-là avec un certain nombre de matériaux pour pouvoir résister aux gros porteurs. Et il a même, selon ce que j'ai appris, il a voulu faire un pont carrément à part. Et il a fait ce qu'on appelle une étude supplémentaire qui s'élève, dont le montant s'élève à près de 900 millions. Mais ça fait plus d'1 an que personne ne dit rien, alors qu'il y a les responsables des TP.
Personne ne dit rien. Et finalement, la dernière fois, les ministres étaient là-bas, comme si c'est avant-hier que le problème là est né. Alors que tout le monde connaît le problème. Donc, c'est un problème de suivi pour marquer les ministres, pour leur dire que mais vous êtes là pour la République, vous êtes là pour vos concitoyens, et donc allez-y. Merci, une salutation qui a duré une quinzaine de minutes. Ça, c'est le club La Presse. Maintenant, nous en venons à la revue de presse. Nous allons revisiter avec vous quelques décisions que le gouvernement en Conseil des ministres a prises hier. Nous allons revisiter également le processus électoral avec les derniers épisodes. Mais souffrez que nous partageons avec vous la pensée du jour que nous tirons d'une sagesse du terroir qui dit que de longues liasses ne suffisent pas pour construire une case. Il en faut aussi de courtes pour parfaire les angles. Et l'homme, dans votre village, il y a des cases. Et pour construire ces cases-là, on ne se contente pas seulement de longues liasses. Il faut aussi y ajouter de courtes liasses. Et pour ceci, pour mieux parfaire les angles. En français facile, on dira que tout le monde a sa place dans la société. Oui, c'est ce que j'aimerais dire en fait. Ça voudrait dire que on a toujours besoin du plus petit que soi. Il ne suffit pas d'avoir, de prioriser quelque chose. Il faut toujours considérer tout le monde, savoir la place et l'importance de chaque chose dans la construction ou dans l'avancée d'une situation. Dans la vie d'un pays, le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, les députés, les ministres, les PDG, ils sont importants. Les journalistes comme Michel Tadja sont importants, mais il faut aussi les conducteurs de taxi-moto, il faut aussi les vendeurs de cacahuètes, il faut également des gens qui réparent les pneus de vos voitures, même de vos bicyclettes. C'est tout ça qui fait un pays, ce qui fait encore que ceux qui sont en haut, Ambroise Bonjo, ceux qui sont en haut doivent s'assurer que ceux qui sont en bas vivent aussi et respirent. Malheureusement, au Togo, il n'y a pas ça. Ils sont en haut, ils sont perchés là-bas. Ils sont perchés en haut. Là, le reste, ce qui se passe en bas là, eux, c'est pas leur problème. Ils regardent. Parce qu'il y a une minorité. Le chef de l'État a dit. Ambroise, nous disons que le chef de l'État va inaugurer des ponts dans le Togo profond. Non, je reconnais qu'il y a des efforts qui se font. C'est-à-dire qu'il y a des petits efforts qu'il faut saluer. Mais, dans un cadre général, je vous dis que ils sont toujours en haut. La grande masse est en bas et attend même que les biens tombent d'en haut. Mais ça ne tombe même pas. Actuellement même, dans la période de décembre là, je vous dis pas ce qui se passe dans le pays. Oui, ça tombe. C'est que ça ne tombe pas beaucoup, mais ça tombe un peu aussi. Eh bien, nous allons revisiter le Conseil des ministres. Michel Tadja, merci d'avoir passé le conseil, le communiqué ayant sanctionné ce Conseil des ministres tenu hier. Pour l'ensemble, les membres du gouvernement ont adopté 4 projets de loi, 3 projets de décret. Ils ont écouté 2 communications et ils ont abordé des divers. Mais nous choisissons comme ça, à tout hasard, le premier projet de loi qui fixe les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics. Voilà une question que nous avons souvent discutée ici au Club de la Presse. Amen. Le gouvernement vient de prendre ce projet de loi et quand ça va être finalisé par l'Assemblée nationale, les hautes personnalités de l'État, suivez mon regard, maintenant ils pourront déclarer leurs avoirs et leurs biens à leur entrée en fonction et quand ils auront terminé leur mandat. Michel. Mais on peut. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On aurait souhaité qu'elle arrivât beaucoup plus tôt, mais tant mieux, elle est là. Mais moi, je ne sais pas, c'est sur quelle base on demande aux gens d'Applucia, eux autres, de publier leurs biens ce qu'ils ont fait. Oui. Puisque, sur le plan, je pense que c'est notre constitution même qui demande que les hautes personnalités, avant de prendre fonction, puissent déclarer leurs biens à avoir, tout. Mais ça n'a jamais été appliqué. Oui, on nous avait dit qu'il fallait une loi organique, et c'est ce que le gouvernement vient d'adopter hier en projet. Mais après combien d'années Michel, mieux vaut tard que jamais. Non, ça dit que c'est... Bon, ce n'est pas... C'est bien, c'est bien, mais... vous voyez les supputations,
tout ce qui se dit de tous côtés depuis un certain nombre d'années, c'est dû au fait que on reproche certaines personnes, après avoir passé peut-être dans le gouvernement ou bien être à un poste, d'avoir un train de vie insupportable, de mener un train de vie qu'on ne comprend pas, au point que certains pensent qu'il y a enrichissement illicite. Donc, c'est cette loi-là, si elle était prise à temps, peut-être pouvait empêcher que les gens, qu'il y ait des suspicions, tout ça là, dans le... Et c'est pourquoi je me pose la question, si on trouve que c'était bien, mais les gens de Aplucha, on leur a demandé de, je ne sais pas, c'est par rapport à leur poste. Alors que la loi organique n'avait pas été votée. Oui. Alors que les ministres, les DG, ils reviennent, ils partent, ils reviennent encore, ils sont là. Mais dans tous les cas, on espère que cette loi-là sera appliquée. Elle n'est pas peut-être évoquée juste pour dissiper les mécontentements. Peut-être elle sera appliquée, c'est ce que nous souhaitons, et ça va peut-être limiter un certain nombre de choses. Vous savez, la sécurisation même des ressources de l'État passe par des lois comme ça. Merci. Et l'homme, comme vous l'avez écouté, le Conseil des ministres situe ce projet de loi dans le sillage de la lutte contre la corruption, la mauvaise gestion, et le gouvernement a rappelé les mesures législatives et réglementaires qui ont été déjà prises en amont, notamment la lutte contre, le communiqué dit plutôt, les diverses mesures législatives et réglementaires déjà prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption, ainsi que de la promotion de la bonne gouvernance. Ils ont cité la mise en place de plusieurs corps de contrôle, l'adoption du code des marchés publics, ou encore le code d'éthique et de déontologie en matière de marchés publics et de délégation de services. Les mesures se prennent, mais les Togolais continuent toujours à ne pas avoir confiance dans la mise en œuvre justement de ces mesures. Bon, de toutes les façons, en général, on constate que la lutte contre la corruption est un défi permanent dans plusieurs pays. Mais la volonté politique doit surpasser tout cela, à commencer par l'autorité suprême qui est le président de la République, qui doit impulser la dynamique ou donner le ton. On l'a vu au Cameroun avec l'opération Épervier, on l'a vu dans plusieurs pays. Mais au Togo, on constate qu'on est sur place. Je prends juste un exemple. En 2015, avant la présidentielle, le président de la République, dans une interview accordée à Jeune Afrique, avait dit, je cite, « Je placerai ce mandat sous le signe de l'impunité zéro ». Fin de citation. 5 ans après, on voit comment on a fait de l'impunité zéro au Togo. L'impunité à 10. De 2015 à 2020 bientôt, on a vu ce qui se passe. Tout le monde voit. On a parlé suffisamment de la route Lomé-Vaughan-Foin. Michel a l'habitude de dire que on voit ceux qui roulent carrosse et à plus il y a voix, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le courage de pouvoir les inviter ou leur demander des explications. On a parlé de la CAN dans ce pays, la Coupe d'Afrique des Nations. On a parlé de plein de choses. On a révélé le scandale de la NSCT où on est parti faire une perquisition à domicile de plusieurs millions dans le domicile d'un cadre. On a arrêté des gens au niveau de la prison civile de Lomé et qui ont dormi. Et ce truc est passé par perte et profit. Vous avez une fois vu quelqu'un? Non, tout le monde a été libéré. On a pris 8 personnes. Et qui ont dormi à la prison civile de Lomé. C'était la nouvelle société cotonnière du Togo pour détournement et malversation. Les faux diplômes. Ils ont été libérés et personne n'a rien dit. Les faux diplômes. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Donc, 2015 à 2020, on se rend compte. C'est les faits que nous sommes en train d'énumérer. Et c'est des faits. Et donc, on a constaté que ça n'a pas changé. Maintenant, à l'orée d'une nouvelle présidentielle, en conseil des ministres, on nous parle encore d'une mesure que les gens doivent déclarer leur bien. Enfin, ce qui est constitutionnel, la loi organique ne tient qu'à appuyer. Ce que nous souhaitons, c'est que, pour une fois, on puisse aller vers l'application de ces lois. Parce qu'on a beau dire, le Togo dispose d'une législation vraiment qui est bien sur papier. Les gens peuvent prendre l'exemple sur nous. Et nous sommes fiers quand le Rwanda, le Bénin, tous ces pays viennent ici pour prendre l'exemple sur des mesures qui ont été prises au Togo. Mais c'est l'application, l'observance des règles que nous nous sommes établis nous-mêmes qui pose problème. C'est ça le plus gros problème au Togo. On a de beaux trucs sur papier, constitution, bien, loi électorale, voilà, ceci, on est d'accord, mais ça y est, dans la pratique, n'est pas bien. Dans la pratique, on se pose la question de savoir si véritablement il y a des choses qui se font. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une plus grande fracture civique dans le pays. Parce qu'on se dit que l'autorité même ne respecte pas ça. À plus forte raison, moi, mais
Ce que moi je demande aux gens, c'est que chaque Togolais doit pouvoir faire sa part. C'est ça. Merci. Nous n'avons pas nos amis de Flambeau des démocrates aujourd'hui, mais il y a un grand frère qui est passé, nous dit bonjour. Primus Doche, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Bonjour, Club de la Presse. Bonjour, Sas. Merci de nous faire cette surprise. Ambroise, vous voulez dire un mot sur le projet de loi que le gouvernement a adopté hier et qui va obliger dorénavant ceux d'en haut à déclarer leurs biens quand ils sont en fonction, enfin quand ils entrent en fonction et quand ils auront terminé leur mandat. Oui, je crois que le président de la République doit commencer lui-même d'abord. Il faudrait qu'on sache le bien qu'il a. Même si c'est Papa Yadima qui l'a légué, il faudrait qu'on le sache. Mais naturellement, lui-même, c'est un grand garçon qui travaille depuis des années. Il a hérité, non? Donc, on doit savoir ce dont il a hérité pour ne pas qu'il y ait une confusion entre les biens du monarque et celui du royaume. Nous sommes en République. C'est ça. Non, c'est une métaphore que je présente. Donc, il faut vous dire quand même que j'ai l'impression que Faure Gnassingbé lui-même a une certaine volonté d'aller au bout de ce qu'il proclame. À moins que il se réveille comme ça, un matin, et il retrouve des papiers sur lesquels on a écrit « Monsieur le Président, il faut lutter contre la corruption ». C'est l'impression que j'ai. Si ça vient de lui, je crois qu'il doit donner d'abord l'exemple. Et ensuite, même ceux qui sont allés à la retraite, qui ont été directeurs généraux de société, qui ont été anciens ministres, il faut aussi qu'on connaisse même s'ils sont partis, il faudrait qu'on connaisse ce qu'ils ont aujourd'hui. Ceux qui ont 1000 hectares à Djaglé et comment on appelle, à Bagbeo, tout ça là. Ceux qui ont un château d'eau, tout ça là. Combien ils ont gagné? Ils ont trouvé l'argent là où pour pouvoir construire ça. Il faudrait qu'on y arrive à ça. Sinon, ce serait du saupoudrage encore. Et donc, c'est mon point de vue. Merci. Pour terminer avec ça, Michel, je me rappelle que vous présidez un réseau de journalistes en lutte contre la corruption. Et de facto, la A+IA est votre partenaire privilégié. Je me rappelle que la A+IA nous a dit qu'elle a transmis les dossiers de la route Lomé-Voga-Enfoin et de la participation du Togo à la CAN, je crois 2013, oui. À la justice. Mais depuis près d'un mois, le procureur de la République, il ne dit rien sur l'évolution de cette affaire, de ces deux affaires. Oui, et selon ce que nous apprenons, d'autres affaires, en tout cas, la A+IA est dans son rôle, elle continue par travailler. Bientôt, c'est sûr que d'autres dossiers seront transmis au procureur de la République. La justice, comme tu parles d'elle, vous savez qu'il y a certains dossiers que nous avons évoqués dans ce studio, dossiers sur lesquels on aurait aimé que la justice elle-même s'auto-saisissent pour pouvoir permettre aux gens, aux citoyens de comprendre qu'est-ce qui se passe ici et là. Mais ça n'a jamais été fait. Mais cette fois-ci, c'est la A+IA qui lui a formellement remis les dossiers. Tu dis, ça fait un temps. C'est vrai, nous aussi, nous sommes en train d'observer. Il y a un temps qu'on observe et après, on va maintenant commencer à interroger M. Poyodi, qu'est-ce qu'il en fait de ces dossiers? Parce que les populations le regardent aujourd'hui. Si c'est dit quelque part que bon, c'est du cinéma, bon, tant mieux. Mais si c'est une affaire sérieuse, alors qui déclenche la machine? Merci. Primus, un petit mot sur la mesure que le gouvernement a prise hier et pour rappeler toutes les dispositions réglementaires et législatives supposées combattre et prévenir la corruption. Non, notre gouvernement prend toujours des mesures. Mais après, c'est comme si elle ne sait pas désigner les personnes qui doivent mettre en application les mesures. Bon, le troisième mandat est en train de finir. C'est maintenant on rappelle aux ministres, c'est lesquels, les nouveaux ministres qui vont venir, qui viendront déclarer leurs biens, ou bien ceux qui sont déjà... La loi, a priori, n'est pas rétroactive, mais ce sera donc les prochains, disons, les ministres du prochain gouvernement. Et s'il n'y a pas remaniement ministériel, les anciens nouveaux seront obligés de déclarer à partir de quelle date? L'application même de la loi est un peu compliquée. Si les anciens ministres restent en poste et qu'au 1er janvier la loi rentre en vigueur, ils seront obligés de déclarer.
Alors quoi? Ce qu'ils avaient avant ou bien ce qu'ils auront? C'est difficile. Mais, comme la loi est prise, saluons, comme le dit Michel. Que maintenant, la Haplucia peut disposer d'un instrument de travail qui l'autorise à aller questionner tout ce qu'on a cité là. Merci. À présent, cette polémique-là qui ne tarit pas. Oui, Michel? Je n'ai pas bien suivi Primo vers la fin, parce que la Haplucia, la loi est claire. La Haplucia n'interroge pas, en tout cas, n'interpelle pas les comment vous l'appelez? Les grandes personnalités? Non, pas les grandes personnalités. Ceux qui sont soupçonnés suspectés en tout cas dans les dossiers, tout ça là. Ailleurs, quand vous allez au Sénégal, par exemple, leur institution équivalente de Haplucia ici, ils ont une brigade. Ils peuvent interpeller les gens pour les auditionner, tout. Ici, bon, je l'ai dit ici, la Haplucia, au regard de la loi, les tests actuellement qui régissent la Haplucia, elle joue le rôle de secrétariat du procureur de la République, simplement. Aller chercher, écouter les gens, faire et venir remettre le procureur, quitte à lui d'agir ou de ne pas agir. Merci. Juste rappeler à ce niveau-là que la Haplucia a été créée sur décret et pas sur une loi, contrairement à ce qui se fait ailleurs. Oui. Merci. Bon, mais 3 points de suspension. Peut-être que les auditeurs vont revenir là-dessus. Et nous ouvrons maintenant la polémique qui refuse de tarir sur les événements survenus à Lomé, notamment à Goué et à Sokoré, dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Insurrection armée, comme le ministre de la Sécurité l'a appelé, événement violent, comme le Conseil des ministres en a parlé hier. Et justement, cette affaire était au menu des divers lorsque le communiqué du Conseil dit, citation, le ministre chargé de la sécurité a fait le point de la situation sécuritaire après les événements violents du samedi 23 novembre 2019 enregistrés à Lomé et à Sokoré. Alors, comme le ministre a parlé d'insurrection armée, le confrère Écho du pays se demande si l'insurrection est une solution crédible au Togo. Et Écho du pays qui rappelle que le ministre Yark met en garde contre cet événement pendant qu'au cours d'une sortie hier, le Parti uni a condamné ces événements. Et justement, Michel, vous intéressez également à cette sortie du Parti uni quand vous écrivez attaque du 23 novembre dernier. Uni condamne et appelle tous les acteurs aux valeurs républicaines. Un petit mot sur la sortie du Parti uni hier. Oui, les responsables donc de ce parti étaient face à la presse hier, donc juste ils avaient organisé un point de presse pour pouvoir réagir après les attaques du 23 novembre passé. Vous aurez pu constater qu'il y avait pratiquement la plupart les sommités du parti, les sages, les jeunes, et les vice-présidents, les vice-présidents et puis les responsables des mouvements qui soutiennent donc le parti au pouvoir. Donc tous étaient là pour réagir après avoir fait un tour au CHU sur le précisément pavillon militaire où ils ont pu voir et apporter leur soutien aux blessés. Ils ont profité pour présenter leurs condoléances aux gendarmes qui a succombé après ses blessures et prendre guérison à ceux qui sont encore alité. Ils ont profité de l'occasion pour mettre en garde ceux qui alimentent les rhétoriques violentes sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ils ont demandé à ce que les acteurs, en tout cas, tous les acteurs puissent plancher, en tout cas, puissent réfléchir aux valeurs républicaines qui sont, entre autres, le respect, la tolérance malgré nos divergences, la tolérance, le respect de notre vivre ensemble,
le respect de la paix, qui est indispensable pour notre vivre ensemble, c'est très important. Et donc, c'était une occasion donc pour ces responsables de pouvoir, en tout cas, donner de la voix, parce que depuis ces événements, on a vu peu de partis politiques réagir. Et aujourd'hui, parti au pouvoir, il était normal selon eux, puisqu'ils sont un parti responsable de donner leur point de vue par rapport. Ma mémoire est fidèle. UNIR est le premier parti à réagir publiquement sur ces événements. C'est ça. La seule réaction qu'on a enregistrée avant, c'est la CNDH. Donc la CNDH, le parti UNI. Sauf que un petit moment sur UNI, ils ont sorti la grosse artillerie pour la rencontre. Il y avait le secrétaire exécutif, il y avait quelques vice-présidents, il y avait le responsable des sages, de la jeunesse et des femmes et quelques mouvements. Mais pendant que la presse s'attendait à faire un débat avec les sommités, ils ont juste lu leurs déclarations, ils ont plié leurs affaires, ils sont partis. Ah oui, mais en français, comme nous sommes des professionnels des médias, le point de presse, c'est que celui qui vient vous dit ce qu'il a et il plie ses affaires, il s'en va. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait, donc on ne leur reproche rien. Merci beaucoup. Moi, je leur reproche des choses. Oui, c'est une insulte à la presse. Non, c'est une insulte à la presse. Non, Ambroise, ils avaient dit que c'était un point de presse. Attends. Un point de presse, au moins il y aura au moins une question. Non. Un point de presse est différent. Moi, j'ai à dire maintenant par rapport à ça. Oui, non, on va faire le débat chez nous. Mais attends, ça, il faut que ça soit clair. Oui. C'est un parti, UNI n'est pas... Ils ne sont pas au-dessus des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Ambroise, est-ce qu'on peut aller doucement? Les gens avaient dit que c'était un point de presse. Ils ont annoncé un point de presse. Même la CENI. Mais j'ai entendu les gens d'UNI sur les médias ce matin. Non, attendez. J'ai entendu les gens d'UNI sur 2 radios ce matin. Oui. Ça veut dire qu'ils sont prêts à communiquer. Non. On leur a posé des questions, ils ont répondu. Pourquoi ils fuient maintenant les questions des gens? Non. Ils ont convoqué un point de presse. Ça, ils font. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez un parti politique organiser un point de presse? La CENI en fait tout le temps les points de presse. La CENI n'est pas un parti politique. Mais qu'est-ce qu'un point de presse? On ne va pas se mettre à expliquer ça ici. On ne va pas se rentrer dedans comme ça. Non, Ambroise, mais c'est un point de presse. Si tu n'es pas d'accord, tu ne viens pas à cette conférence. À ce point de presse. Même les États, même les chefs d'État font des points de presse. Ils font leurs déclarations et nos commentaires, ils s'en vont. Ils s'en vont. Est-ce que c'est étranger ça? C'est une tradition. Alors revenons sur le sujet même avec Chronique de la semaine qui écrit violence à Lomé et à Sokoré. UNI appelle à des mesures idoines contre l'insurrection. Autre journal, c'est Togo Matin qui écrit à la page 3 que le parti UNI s'est porté au chevet des victimes de ces violences. Et UNI qui exprime sa consternation et a convié les Togolais à une patrie stable. Liberté s'intéresse aux suites de ces événements et écrit à la page 5 dans la rubrique libertinage, on n'est quand même pas en guerre, écrit Liberté qui relève qu'il y a une réquisition maximale des troupes et les militaires armés jusqu'aux dents qui sont postés à chaque coin de rue. Les petits enfants ne peuvent pas sortir pendant que les esprits lucides continuent à se poser des questions. Alors, nous apprenons que à Agoué Zongo, à Oussa Zongo, Kotokoli Zongo, il y a des perquisitions intempestives qui se font dans les maisons. Nous parlons de intempestives parce que les éléments arrivent sans aucun mandat, ils entrent dans des maisons, ils fouillent jusque dans les chambres. À Sokoré aussi, on a fait des perquisitions du même genre, notamment au quartier Pangala. Et nous avons contacté nos amis de Central FM qui disent que toute cette semaine, déjà à 19h, la ville de Sokoré est pratiquement morte. Et là, vous avez ces informations? Oui, on a aussi ces informations-là du moment où on a un reporter qui fait souvent à l'intérieur du pays. Donc, on a ces informations. En fait, c'est un sujet sensible aujourd'hui, surtout qu'on est à la veille d'une élection présidentielle. Le sujet nous interpelle tous.
Et en tant que citoyen, comme je l'ai dit, d'abord, nous, en tant que médias, je l'ai dit une fois sur ce plateau, quel est notre rôle? Quelle est aujourd'hui notre responsabilité dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre tout ce qui se passe là autour de notre pays? Et moi, comme j'ai suivi tout à l'heure les échanges qu'il y a entre Michel et Ambroise, bon, en réalité, par rapport au point de presse, avant de parler du contenu, chaque parti est libre d'inviter qui il veut. D'accord? Chaque parti est libre d'inviter les médias qu'il veut pour son point de presse. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire, c'est que en réalité, on constate que par rapport à l'ampleur, à l'importance du sujet dont il s'agit, c'est pas le djihadisme, le terrorisme, chaque média en parle, chaque média essaie de faire la sensibilisation à son niveau. Par rapport au sujet dont il s'agit, et pas surtout par ces temps qui courent, je ne pense pas qu'on puisse limiter l'accès à ce point de presse. Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Non, ils n'ont pas limité l'accès, mais ils n'ont pas voulu répondre aux questions des journalistes. Ils ont limité l'accès, ça. Renseigne-toi, ils ont bien limité l'accès à la salle. Et donc, aujourd'hui, je ne pense pas que par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui nous intéresse. La dernière fois, on était à la conférence de presse du ministre de la Sécurité qui a parlé du sujet. Mais c'est inquiétant, ça fait peur, véritablement, du moment où on est dans un pays qui, véritablement, est un pays laïque. Mais si des choses comme ça se passent, ça fait peur. Hier soir, au niveau du carrefour Bodjona, il y a les gendarmes qui sont venus disperser un attroupement des émigrants traditionnels qui se fait dans la station. Et partout à Agoué, hier soir, là où il y avait des attroupements des émigrants, on les dispersait. Mais sans que les gens ne savent véritablement ce qui se passe. Mais si ce truc-là continue, et que bon, les gens ont véritablement envie de prendre la parole, de se prononcer sur des sujets qui concernent la nation, parce que c'est pas un truc qui concerne une communauté ou un truc. On aurait souhaité que ça puisse se faire pour que, en réalité, pour que enfin, la position des uns des autres puisse véritablement être exprimée ou puisse véritablement être comprise. Maintenant, par rapport au fond, oui, c'est un parti qui donne sa position et qui s'exprime et qui présente sa compassion aux blessés. Je pense que c'est la moindre des choses en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que personne que nous sommes. Quand quelqu'un est en difficulté, on va lui présenter, ou bien est blessé, on va lui présenter nos compassions. Je pense que c'est dans la droite ligne des choses. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que les faits qui se sont déroulés la semaine dernière dans la préfecture d'Agoué, qu'on puisse avoir des détails, qu'on puisse véritablement nous donner les résultats de l'enquête. Parce que au Togo, il y a plusieurs enquêtes qui sont ouvertes dont on ne connaît pas les résultats. Et cette fois-ci, par rapport à l'ampleur du sujet et par rapport à la sensibilité de ce sujet-là, on voudrait véritablement qu'on puisse, pour une fois, nous donner de vrais résultats. Question sensible, parce qu'il s'agit de la sécurité des individus qui s'en prennent aux forces de sécurité dont ils arrachent les armes de guerre après les avoir blessés. Tout citoyen doit s'en émouvoir. Et le débat s'anime depuis, sauf que visiblement la version servie par les autorités officielles ne rencontre pas l'assentiment de beaucoup de personnes. C'est ce que Liberté résume en écrivant que beaucoup d'esprits lucides continuent à se poser des questions, pour ne pas dire à douter même de la version servie par le ministre. Ambroise. Oui, moi-même je doute. Je suis envahi même par le doute. De tout le respect que je dois au ministre Yak, je crois que aucune de ces versions ne m'a convaincu. On prend un gendarme avec des gens n'ont pas d'armes, mais je sais quand même qu'il y a la légitime défense. On pourrait même tirer au pied de la personne pour le faire plier. Pas une seule personne, 2, 3, jusqu'à 4. Non, je ne crois pas à cette version. Tout simplement parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est un montage. C'est mon avis, hein. Cet avis-là doit être respecté par tous. Je suis désolé. J'ai l'impression que on voudrait accuser des gens pour quelque chose. Maintenant, il faut trouver le pouls dans la tête de quelqu'un. Et les zones même ciblées prêtent même à une certaine interrogation. On parle de Sokolé, qui a été, par exemple, plusieurs mois martyrisé par le passé, en 2017-2018. Et maintenant, on parle d'Agoué-Nivé, où il y a aussi une forte proportion des mêmes communautés. Là, ça crée une confusion dans la tête de ceux qui sont lucides, sauf ceux-là qui ne sont pas lucides, ne veulent pas croire à ça. Parce que moi, je ne peux pas être gendarme. Et qu'on m'attaque, et que je me taise. Moi, je préfère même aller en prison d'abord en tirant au pied de la personne parce que j'ai tiré une balle. Et j'ai de la peine qu'on malmène comme ça nos forces de sécurité. Parce que ils font partie de notre famille, ils sont des Togolais. Je ne serais pas d'accord. Ce que j'ai vu comme image, je n'ai pas aimé ça. Mais que le ministre nous serve en détail ce qui s'est passé réellement. Mais cette version-là,
Ça, c'est sur la Lune qu'il faut servir ces détails-là. Merci, sauf que visiblement les victimes de ces événements ne sont pas une fiction, parce que le parti uni dit avoir rendu visite aux blessés au CHU Tokoin, notamment au pavillon militaire. Michel? Non, moi je ne pense pas que ça soit un montage, parce que on ne peut pas faire un montage avec perte de vie humaine. Ça, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de croire à ça. On fait un montage avec perte de vie humaine, avec des blessés peut-être qui vont garder ces blessures jusqu'à la fin de leur vie. Maintenant, peut-être que je peux avoir des doutes, des points d'ombre qu'il fallait peut-être que le ministre puisse expliquer davantage. Voilà. C'est par rapport à comment ça se passe sur le terrain, les militaires en faction, les militaires en patrouille, tout ça. Vous savez, le fonctionnement des armées, le fonctionnement militaire, ce n'est pas... Les militaires fonctionnent sur le secret et la discipline. C'est les bases de toutes les armées au monde. Tout le monde ne maîtrise pas le fonctionnement des armées. Seuls ces gens-là sont en mesure d'expliquer avec finesse ce qui se passe sur le terrain, que ce soit le jour ou la nuit. Donc je ne vais pas tellement m'aventurer sur ce niveau, à ce niveau. Mais pour dire aussi, rappeler que ce que les responsables de l'Union, c'est un parti politique qui a fait un point de presse. Ce n'est pas le gouvernement. Nous sommes gouvernés par des gens qui nous doivent des explications. Ce n'est pas au Parti uni qu'on doit réclamer tel. Le gouvernement est là. Si les gens trouvent qu'ils ne sont pas satisfaits, le gouvernement, le ministre de la Sécurité, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, ils sont là pour ça. Qu'on cesse de s'en prendre aux gens de venir faire un point de presse entre on n'a pas demandé au Parti uni. Unir et le gouvernement. Primus, nous discutions des mêmes sujets il y a 48 heures, mais apparemment il n'y a pas d'évolution, sinon que c'est les cautions qui continuent toujours à envahir des gens comme Ambroise. Oui, parce que quand le PNP est sorti en 2017, c'est ça, hein, oui. L'appareil répressif de l'État était effrayant. Pour contrer la mobilisation, la marée humaine. Maintenant, le calme est revenu et les forces de l'ordre sont attaquées par des inconnus et elles ne réagissent pas. Moi, c'est ça qui me surprend dans la chose. Parce que quand un parti politique est sorti en mobilisant le peuple, on a montré les muscles pour nous rassurer que l'État ne veut pas le désordre. Et puis après, les forces de l'ordre baissent les droits, se font assassiner. C'est un peu... D'abord, ce n'est pas à souhaiter, mais c'est effrayant. C'est à ce moment même qu'ils doivent encore faire preuve de valeur et de discipline qu'ils ont mis en déroute les individus dangereux qui voulaient semer la panique dans la population. Mais ce n'a pas été le cas. Ou alors les gendarmes sont mieux mal formés que les militaires. C'est là, là où va mon truc. Nous n'osons pas imaginer ça. Si nos gendarmes n'étaient pas bien formés, alors là, Dieu nous en préserverait. Mais comme Michel l'a dit, depuis lundi, c'est le gouvernement en fait qui est interpellé et qui doit vraiment nous situer pour que nous ne doutions pas de la version que le ministre Yak nous a servi. Mais comme je n'ai pas de membre du gouvernement ici, c'est vrai qu'on embraye directement sur le processus électoral. Alors nous sommes à environ 3 mois au moins du premier tour. Et l'homme, comme vous le faites si bien, vous nous rappelez que c'est demain, vendredi 29 novembre, que s'ouvre l'opération de révision des listes électorales. Et ça se fait en une zone unique dans tout le pays, et du vendredi, samedi, dimanche. Et dans votre travail d'éducation civique et citoyenne, vous nous rappelez que l'inscription sur les listes électorales, c'est un acte civique. Donc ceux qui ne l'ont pas fait en 2018 et avant les locales, ils ont 3 jours pour se rattraper. Oui, effectivement, c'est ce que nous rappelons à nos concitoyens.
du 29 novembre au 1er décembre, la CENI fait une opération de révision de liste électorale. Et il y a aujourd'hui une nécessité, ou il y a toujours une nécessité pour chaque citoyen d'avoir sa carte d'électeur, parce que c'est ce qui garantit l'exercice du droit de vote. Vous ne pouvez pas ne pas avoir votre carte d'électeur et vous présenter devant un bureau de vote pour voter. Et donc, c'est très important pour chaque citoyen d'avoir sa carte d'électeur. Et donc, dans notre rôle d'éducation civique et citoyenne que nous avons entamé depuis quelques semaines déjà, et ce premier article rappelle la nécessité pour chaque citoyen de disposer de sa carte d'électeur. Et donc, pas plus tard que ce matin déjà, nous avons constaté qu'il y a des partis politiques qui, hier, avaient appelé au boycott du recensement électoral, qui se sont mis plutôt dans la dynamique de l'appel de leurs militants à aller chercher leur carte d'électeur. Et donc, il y a des phrases, par exemple, où on sensibilise, à travers lesquelles on sensibilise les militants. Et il a même dit, un parti a même expressément dit dans son communiqué que, bon, il faut véritablement, pour que les militants aillent chercher leur carte d'électeur en disant, il est important, je cite, pour les populations de sacrifier cette période en restant dans les centres de vote jusqu'à ce que le dernier des Togolais en âge de voter soit inscrit selon les dispositions de la Constitution du Code électoral. Fin de citation. Et donc ça, c'est les termes du communiqué d'un parti politique qui, hier, avait appelé au boycott. Et donc, on est aujourd'hui conscient du fait que, au moins, que chaque citoyen dispose de sa carte d'électeur. S'il veut s'abstenir de voter ou de se présenter devant le bureau de vote, c'est une décision personnelle, mais que chaque citoyen aille chercher au moins sa carte d'électeur. Merci. Et comme cette opération démarre demain et ne dure que 3 jours, on peut présumer que la CENI a mis les petits plats dans les grands. Vous rappelez ce communiqué de la CENI qui demandait aux opérateurs de saisie de rallier leur poste d'affectation depuis hier. On peut présumer que les opérateurs de saisie sont sur les lieux, sur les centres dans les lieux où ils vont faire les opérations, que les machines sont déjà arrivées, mises en condition et opérationnelles. On ne voudrait pas avoir à déplorer que dans une localité, demain vendredi, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas d'opérateur de saisie. Mais les élections présidentielles, on en parle, pas seulement dans ce studio, même au cours du 20e dialogue Togo-Union européenne, ces élections ont été à l'ordre du jour. C'est ce que vous rappelez, Elon? Oui, le 20e dialogue gouvernement-Union européenne qui s'est déroulé récemment. Et donc, au cours de cette discussion, la présidentielle de 2020 a également été évoquée. Donc, les parties prenantes à ce 20e dialogue se sont félicitées des préparatifs qui sont aujourd'hui en cours par rapport à cette élection présidentielle. Et la partie européenne a plaidé pour à ce qu'il y ait la paix et la sécurité autour de ce processus électoral et que les choses se déroulent dans de très bonnes conditions. Merci, mais hier également, il y a eu une marche dans les rues de Lomé à l'appel du Front citoyen Togo Debout. Togo Debout qui a eu le soutien de quelques leaders de partis politiques. Et le changement revient sur cette marche et écrit que Togo Debout envisage la désobéissance civile si le régime persiste dans sa voie. Togo Debout envisage la désobéissance civile si le régime persiste dans sa voie et que Liberté, lui aussi écrit, transparence de la présidentielle 2020, Togo Debout appelle à la résistance pacifique et menace. Primus, voilà, nous sommes à environ 3 mois de l'élection présidentielle et la révision des listes électorales, ça commence demain. Des acteurs politiques candidats se sont déclarés et se sont associés à cette marche-là. Alors, vous voyez un candidat à une élection qui va participer à une marche au cours de laquelle les organisateurs envisagent une désobéissance civile et menacent. Qu'est-ce que cela peut faire dans l'esprit du militant lambda? Rien. Ou bien, sinon l'embrouiller. Oui, facile. Professeur Dossé était la dernière fois dans le studio ici, à ma droite, et je lui disais qu'ils ne sont pas capables de mobiliser le mécontentement populaire
pour obtenir un résultat politique. C'est la même chose qui s'annonce quand la CENI déclare la révision des listes. Moi, j'aurais pensé qu'ils allaient dire que, humainement parlant, ce n'est pas faisable en 3 jours. Sinon, c'est pas possible. Quand on a 3 millions d'électeurs inscrits aux dernières élections, si pour réviser cette liste, on nous donne 3 jours, humainement parlant, ce n'est pas faisable. Au lieu de réclamer ça, ils s'en vont marcher dans la rue. Avec quel résultat? Merci. Chronique de la semaine qui s'intéresse aussi à cette marche-là, qui écrit: malgré l'appel de tous les partis de l'opposition à la mobilisation, la marche de Togo debout a été un fiasco. Et pour chronique de la semaine, les militants boudent de plus en plus les manifestations inutiles. Oui, et là? Bon, moi, par rapport à ce que vous venez de dire, qui est aujourd'hui très important, et vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, j'ai l'habitude de dire à ce micro qu'on ne tire pas suffisamment les leçons du passé. Et on prend souvent les mêmes refrains à l'approche des échéances électorales, on enfarine des gens, en tout cas pas moi, et puis on connaît les résultats qu'il y a autour de ça. Dans ce pays, le collectif, souvent le Togo, a essayé la désobéissance civile. Quel est le résultat? Qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? Et un autre regroupement se lève un beau matin, des années après, pour essayer la même chose. Pour quel résultat? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tirer des leçons de ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi? C'est-à-dire, j'ai l'impression que les gens se plaisent à entonner les mêmes refrains, à enfariner les gens, et puis à dire que mais si les militants ne sont pas aujourd'hui, n'ont pas aujourd'hui les outils et la compréhension nécessaire pour se faire leurs décisions, en tout cas, nous, on est là pour dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire. Et on est là pour faire notre travail. Mais je pense suffisamment qu'on est aujourd'hui mature. Il faut que la culture politique que chaque citoyen devrait avoir par rapport au parti dans lequel il milite puisse être une culture véritablement profonde et non des tréteaux de parole. La désobéissance civique, on a essayé ça avec le collectif Sauvons le Togo. Quel en est le résultat? Combien de personnes ont respecté ça? Et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a eu comme incident sur l'élection présidentielle de 2015? Aucun. Mais on ramène ce truc à la veille de l'échéance de 2020. Pour quel résultat? Merci. Il faut se poser des questions. C'est quand même typique que on fait une manifestation, on appelle à la désobéissance civile à la veille de l'opération de révision électorale et à 3 mois d'une élection à laquelle des leaders de partis politiques qui participent à la marche son candidat, Ambroise. Ça peut créer, comme Primouz l'a dit, vraiment de la confusion, pour ne pas dire de la démobilisation dans l'esprit des militants à la base. Oui, j'ai suivi les confrères. Moi, je pense que le Front citoyen Togo debout n'a pas demandé à aller à une désobéissance civile. Le Front citoyen Togo debout a prononcé des étapes de la lutte pour obtenir l'alternance auprès du pouvoir. Parce qu'un pouvoir qui est là après 60 ans, qui ne veut pas aller à l'alternance, il faut le pousser à y aller. Les gens ne peuvent pas aller prendre des armes pour chasser le pouvoir. La seule arme dont dispose le peuple togolais aujourd'hui, c'est des manifestations gigantesques. Et ça s'est déjà déroulé en 2017-2018. Et on sait ce que le problème que ça a créé au pouvoir. Maintenant, la société civile dit, nous allons manifester, attirer l'attention du pouvoir au Togo pour qu'il puisse faire des réformes pour aller à des élections transparentes. Le cas échéant, si éventuellement ce que nous demandons, ils n'ont pas honoré cet engagement jusqu'à une certaine période donnée, ils vont aller à la désobéissance civile et c'est constitutionnel. Ce qu'il dit ce n'est pas en l'air. Je ne refuse pas, mais avec ce discours-là... Ils n'ont pas dit qu'ils vont commencer aujourd'hui ni demain. Le problème, mettons-nous à la place du militant à la base. Le militant sait tirer les conclusions à son niveau. Il y a une maturité des Togolais. C'est vrai que ce que pose comme problème et l'homme à Tissogo, c'est que ils l'ont fait depuis longtemps, ça n'a donné aucun résultat. Parce que nous sommes en face d'un régime rigide et dur. Et avec ce régime, les gens, soit ils ont 2 options. Manifester de façon gigantesque pour obliger, à travers la communauté internationale, à faire fléchir le pouvoir, le résultat qu'on n'en a pas eu avec la CEDEAO. Ils ne peuvent pas, soit ils prennent les armes. C'est les 2 options-là. Mais les armes, les Togolais n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'il faut comme option maintenant? C'est d'amener à ce que le pouvoir comprenne que on ne peut pas vivre sous un régime pendant 60 ans et ne pas libérer le plancher pour donner la chance à d'autres Togolais pour diriger le pays. Merci. Eh bien, toujours les élections. Est-ce que l'alternance est
peut-être au bout de l'élection présidentielle de 2020. On peut en douter. En tout cas, c'est ce qui écrit Liberté, qui écrit l'impossible alternance. Il s'agit en fait d'une tribune publiée par le réseau de coordination de la diaspora togolaise indépendante et le collectif pour la vérité des urnes, Diaspora Togo, qui trouve que les conditions ne sont pas réunies pour des élections transparentes, justes et équitables. Ça, c'est une tribune de deux organisations de la diaspora. Autre tribune, c'est Jean Kissi, l'ancien député K, qui publie une tribune dans les colonnes de Le Changement. Quelle solution pour le Togo et quelle dynamique pour l'alternance en 2020? Jean Kissi écrit, entre autres, d'abord il fait un diagnostic que le Togo se trouve dans un état où les populations sont plongées dans une misère exécrable à cause du pillage des ressources, de la corruption et de la malgouvernance d'un petit clan qui fait main basse sur le Togo. Et plus loin, Jean Kissi relève que tous les pouvoirs, toutes les institutions, toutes les richesses, toutes les régies financières sont aux mains d'une minorité. Mais en même temps, il dit que nous avons la chance de sauver les meubles si nous changeons le régime. Et pour Jean Kissi, c'est donc maintenant et non demain. Nous allons approcher Jean Kissi pour qu'il vienne nous en dire davantage sur sa tribune. Mais Michel Tchadja, donc demain, c'est la révision des listes électorales. L'élection est même dans environ 3 mois. Et le Front citoyen Togo debout a marché hier avec l'appui de quelques leaders politiques, dont certains sont candidats à la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Non, le Togo est en marche. Le Togo est en marche et nous, quelles que soient les difficultés, je pense que avec le concours des uns et des autres, nous allons arriver. Je suis surpris d'apprendre ce que raconte Jean Kissi, qui au moins au Togo, on a quelqu'un au moins qui se plaît dans la disparition des gens. C'est lui qui se réjouit quand les gens meurent. Et je suis surpris qu'aujourd'hui, qu'il ne soit pas à l'Assemblée nationale, qu'il trouve qu'il y a une minorité qui a mis la main sur toutes les richesses. Il était à l'Assemblée nationale. Être à l'Assemblée nationale dans ce pays, ce n'est pas rien. Donc lui aussi, entre-temps, il est passé par la minorité. Ce n'est pas maintenant qu'il est hors qui va nous servir tout ça là. Donc, moi, je dis une chose pour aborder peut-être un peu dans le même sens que l'homme, pour dire que aujourd'hui, on se connaît très bien. Vous savez, notre pays n'est pas trop grand. On se connaît tous. Et l'histoire récente est là. Chacun n'a qu'à la revisiter pour dire que au Togo, personne ne ferait l'autre. C'est ça le fondamental. Personne ne ferait l'autre. Les discours que les gens servent, je pense que les plus récents, c'est 2017, 2018 et peut-être un peu 2019. Et nous avons vu que si les gens ont envie de combattre le régime en place, il y a des moyens orthodoxes qu'il faut utiliser. Que de vouloir à chaque fois avec des incantations, nous allons. Mais l'homme l'a dit, ces manières, comme ce que posent les agissements du Front citoyen Togo debout, avec l'appui de certains partis politiques de l'opposition, c'est une manière de désorienter davantage leurs militants. Merci Michel, je vous coupe parce que nous avons déjà empiété sur le temps des auditeurs qui se manifestent déjà en ligne. Nous leur rappelons juste que nous avons parlé de l'inauguration actuellement même des 2 ponts nouveaux sur la Kara et le Koumongu. C'est à Djabignon et à Sadori. On a parlé de quelques chantiers lancés qui ont du mal à se terminer. On a abordé le problème de la lutte contre la corruption avec les efforts que le gouvernement fait, mais qu'il faut accélérer. On a parlé également, on est revenu sur les événements du samedi dernier. On a fini avec les derniers épisodes du processus électoral. La parole est à présent à vous sur les 2 numéros que vous connaissez déjà. On me signale abonné en ligne. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui. 2 questions, une à Elom et puis une à Michel.
on connaît qui fait quoi dans ce pays, on sait qui est qui. Je vais vous arrêter comme des poules. Si vous allez au Bénin, je vous arrête. Au Ghana, je vous arrête. On a de bonnes relations avec l'extérieur. Maintenant, la suite des événements, est-ce une raison fondamentale que après que l'incident s'est posé, on peut aller dans une zone, faire déshabiller les gens, les tabasser, faire circuler l'hélicoptère sur certaines zones? Et est-ce cela la réponse ou bien la suite de l'enquête par rapport à cet incident de Cameroun? Merci. Pour M. Michel, j'ai pu comprendre que dans le code électoral, si je ne me trompe pas, c'est l'article 10 ou bien 12 qui dit que la CENI contribue à la mise en place d'une force que les ministres ont fait hier, FOSEP, et c'est le même article qui concède que la presse togolaise doit suivre de bout en bout. Maintenant, il semble qu'hier, on a mis en place la force spéciale pour suivre l'élection présidentielle. Où se trouve, selon cet article, la presse? Merci. Et l'homme Ati Chogbe, le voudrait savoir si les perquisitions qui se font dans les maisons sont la solution idoine à ces événements violents du samedi dernier. Oui, mais qui a dit ça ici? Moi, je ne réponds pas à choses que je n'ai pas dites. Je suis désolé. Qui a dit ça ici? Donc, moi, je veux bien répondre à une autre question, mais sur des choses sur lesquelles je ne me suis pas prononcé ou des phrases que je n'ai pas prononcées, je ne veux pas bien répondre. Merci. La bande est là. En fait, la bande est là. On peut la repasser. Moi, abonné, c'est un abonné. Enfin, c'est un auditeur que je respecte bien pour ses prises de position, pour son analyse de l'opinion ou des sujets. Mais je n'ai pas dit ça et je ne veux même pas me prononcer dessus. Merci. Parce que juste rappeler que nous tous ici, nous n'avons pas apprécié ces perquisitions voilà. C'est que j'ai voulu dire. Voilà. Et l'homme plutôt a relevé. Voilà, c'est ça. L'homme a relevé le fait que l'on rentre dans les maisons. Voilà, que c'est pas bien. Michel, l'autre question de abonné, il a évoqué le code électoral, mais il se demande où se trouve la presse dans le suivi du processus électoral. Mais il n'y a pas plus qu'hier où la CENI, avec l'appui de la HAC, a rencontré la presse pour lui rappeler son rôle, pour rappeler aux médias leur rôle et responsabilité avant, pendant et après la présidentielle de 2020. Donc, c'est en tout cas une manière pour la CENI de mettre les responsables des médias devant leurs responsabilités, parce que nous avons une mission, celle d'accompagner le processus avant, pendant et après. Donc, merci. Sur la question, il y a le journal Écho du pays paru aujourd'hui qui écrit « Renforcement de capacité des médias, les journalistes appelés à jouer leur partition pour une élection apaisée au Togo. » Vous pouvez compter sur nous, nous le ferons avec toute la vigilance qu'il s'y est. L'auditeur en ligne, bonjour, Monsieur Magolo. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Magolo. Vous avez épuisé tout mon crédit. Je vous en prie. C'était pour répondre aux questions de votre prédécesseur. Voilà, je voudrais quand même faire cette remarque amicalement. Lorsque quelqu'un fait une réflexion, vous trouvez qu'il est allé trop loin. Et que vous, quand il s'agit de vous, vous dites que c'est une analyse que vous êtes en train de faire. Il faut voir ce côté-là. Bon, avant d'aborder mon problème que j'ai, c'est concernant les événements du week-end. Je vais parler de ce qui est arrivé aux gendarmes. Tous nous déplorons. Mais les Togolais doutent si réellement cela s'est passé. Moi, je dis que je peux affirmer que ça s'est passé parce que j'étais à la société la dernière fois. Il y a un gendarme qui est venu dire, souffler à l'oreille de son collègue que leur camarade vient de rendre l'âme à l'hôpital. Donc, cela est vrai selon moi. Mais pourquoi les Togolais doutent? Il y a une raison, je trouve deux raisons principales. Première raison, c'est le comportement du régime. Des fois, on nous dit des choses, quand on vérifie, ça s'avère faux. C'est l'histoire du monsieur dents blanches et qui se noie, et on le laisse noyer parce qu'elle a vu des idées, cette dents blanche. De l'autre côté, c'est le côté mystique. Vous voyez, oui, c'est mystique ce que je vois. Les gens s'étonnent pourquoi on peut arracher les armes alors qu'on n'a que les coupes et autres.
C'est possible, nous sommes en Afrique. Il ne faut pas regarder ça avec l'œil rationnel. Nous sommes en Afrique, ça arrive. Surtout quand on dit que les gens sont en noir. Dans la nuit noire, c'est leur façon de paraître dans le monde invisible. Que vous le croyez ou pas, ça existe. Tout ce qui a un nom existe. On peut bel et bien prendre les armes de quelqu'un, les mains lui. Ça arrive. Donc je voudrais rassurer les gens. Ils ont raison de douter, mais ça peut aussi arriver. Merci, voilà, merci pour votre contribution. Voilà, Monsieur Maglo, en attendant le troisième qui s'annonce déjà. Allô, bonjour l'ami. Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez le plateau? Dieu merci, nous sommes là, c'est monsieur Monsieur Mathias. Mathias. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Je voudrais intervenir sur tous les événements. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe au Togo ici, l'opposition n'est jamais satisfaite parce que le pouvoir, quand un élément du pouvoir tombe, c'est un animal. Mais quand on touche un petit cheveu d'un homme de l'opposition, 20 ans, 30 ans, l'affaire là continue toujours à brander. Je donne un exemple. Le petit Ciliander, ou bien comment on appelle, de Tapon. Alfred Sinandare. Voilà. Jusqu'alors, ce petit-là, son problème n'est jamais fini. Mais quand un homme de la force tombe, c'est un animal. On ne parle jamais de lui, mais on parle toujours parce que c'est des montagnes. Ça, mais on est où au Togo là? Ça c'est quoi? Donc aujourd'hui, s'ils prennent le pouvoir, c'est quoi? C'est une guerre civile. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, ça, moi, je suis dépassé. Tout ce que vous parlez tous les jours. Non, reprenez votre esprit, cher ami. Primus, ce que dit l'ami est intéressant, mais à la fois inquiétant. À aucun moment, nous n'avons banalisé, disons, la mort ou encore même pas la blessure d'un élément des corps habillés ici au Togo. Non, ça nous inquiète que d'abord, les femmes même ne se sont pas défendues. Et puis, c'est des inconnus. C'est ça aussi qui est très grave. On ne connaît pas l'auteur de ces crimes-là, qui sont punissables avec la dernière rigueur. Merci. Mais Michel, nous pouvons rassurer notre ami auditeur que tout ce qui arrive à tout Togolais, qu'il soit civil ou militaire, politique ou simple citoyen lambda, nous nous en préoccupons et nous défendons les droits légitimes inaliénables de tous les Togolais. Oui, mais nous les journalistes, nous le faisons très bien. Mais ce que l'auditeur l'a dit, c'est que il écoute les responsables, certains responsables, pas tous, certains responsables de l'opposition. Mais quand il y a quelqu'un du pouvoir, je disais tantôt ici que il y a un des responsables je parlais de quelqu'un ici, l'ancien président Lahake est décédé, il s'est régi après dans un meeting que le déverrouillage des élections a commencé. Vous comprenez? Donc, il y en a qui pensent que quand un agent de force de l'ordre tombe, bon, ils pensent que bon, c'est comme c'est eux, bon, ce n'est pas des Togolais, c'est des. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre l'auditeur. Mais quand il a poussé très loin en disant que si certains prennent le pouvoir, bon, peut-être que ça c'est, on peut dire que c'est un abus de langage de sa part. Mais nous les journalistes, nous avons toujours fait notre travail. Charge émotionnelle, oui. Mais je sais que notre ami a déjà retrouvé tous ses esprits. L'ami Johannes, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Sass. Oui. Je pense que ça, lorsque celui qui nous prend en ligne, lorsqu'il voit que vous, les journalistes répondent à une question, qu'il patiente un peu avant de nous prendre en ligne. Ça nous aiderait aussi un peu. Maintenant, est-ce que vous pouvez aller à votre préoccupation? Alors, Monsieur Sass, parfois, lorsque vous font des analyses par rapport aux hommes politiques, principalement par rapport aux hommes politiques de l'opposition, je remarque qu'ils ont des propos parfois que je peux qualifier de discourtois, mais vous ne les intéressez pas. Parce que ce qui m'a tiqué un peu dans les propos de M. Michel, quand il dit qu'il parle d'un responsable politique, en disant en ces termes ce que ce monsieur raconte,
il ne sait pas ce qui s'y raconte. Je pense que c'est un terme qui ne sied pas. On parle là d'un député de la République, un ancien député de la République. Et je pense que c'est... si moi j'appelle tout de suite et que je dis ce que Michel raconte, je suppose que vous allez dire que c'est discourtois. Alors, ce serait bien que envers nos hommes politiques qui ne tiennent pas, que les journalistes ne tiennent pas ce genre de propos également. Parce que c'est pas bien qu'on dise comme ce que M. Jean qui s'y raconte. Ce n'est pas un thème qui s'y est. Le deuxième point que j'aimerais évoquer, l'éducation que nous avons tous eue nous permet de ne pas douter quand il s'agit de la mort de quelqu'un. Nous avons eu toute cette éducation-là. Mais c'est dans cette même éducation que nous sommes et que nous savons que ce régime est prêt à tuer des Togolais pour pouvoir conserver le pouvoir. Alors, s'il en est ainsi, je ne pense pas que c'est une perte de vie de plus qui va inquiéter ce régime au point où on ne puisse pas douter. Nous ne doutons pas qu'il y ait de la mort de quelqu'un Togolais, d'un des nôtres. Mais nous doutons surtout des circonstances. D'où ça provient. C'est ça que nous doutons. Merci, merci. En fait, vous ne faites que répéter ce que nous avons dit. Mais s'il vous plaît, le temps à la radio est différent, comme si on discutait au salon. Si vous entrez en ligne, allez directement à votre préoccupation. Faites-nous l'économie des leçons d'éthique et de déontologie. Nous pourrions vous en faire aussi. Oui, il s'est adressé à moi. C'est monsieur chaque fois, il a l'air de se mettre dans une dimension là, je ne sais pas, il se prend pour qui. Je vais lui dire ceci par rapport à ça. Je ne regrette pas de l'avoir dit. S'il pense que ce monsieur est un ancien député, c'est vrai. Être député, c'est rien. Mais quand on est député, ça veut dire qu'on apprend à faire certaines considérations. Quand ton prochain meurt, toi député, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas te réjouir publiquement. Au cours de... C'est pourquoi quand quelqu'un chez nous, quelqu'un se comporte comme ça, ce qu'il dit, on dit, la personne raconte. Mais voilà. Merci. Mais toujours plus de courtoisie et nous nous porterons mieux. L'auditeur suivant, Kodjo en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Je salue nos invités. Nous vous saluons aussi. Monsieur Michel disait que il ne doute pas que l'affaire d'insurrection soit un montage. Et je voudrais lui dire que si, dans l'affaire des incendies, ça fait plus de 5 ans que les juges ont dit qu'ils ont clôturé l'enquête et que depuis là, ils n'arrivent pas à mettre les opposants en prison, comment est-ce qu'on ne peut pas nous comprendre de douter? On ne doute pas que le militaire est mort. Le militaire peut être tué. Mais par qui? C'est ça qu'on dit. Mais si l'affaire-là était passée en France, au même moment, la télévision, autres là, ils vont changer leur bande en rouge. La preuve est que ici, le gouvernement même a mis ce fait dans les divers. Et je voudrais demander à M. Ambroise Pondé aussi, si ce qui se passe à Sokoré, est-ce que demain, les gens de Parakao et autres là peuvent aller se faire s'inscrire? Mais s'il vous plaît, encore une fois, évitons des débats de personnes. Les confrères donnent leurs avis sur des sujets. Si vous entrez en ligne, intervenez directement sur disons, ce que les sujets vous inspirent. Si vous devez vous attaquer aux confrères, ça risquerait d'être un combat de personnes et on ne s'en sortirait pas. Mais Michel, vous avez été interpellé. Vous voulez lui répondre? Non, je ne me rappelle pas très bien ce qu'il disait par rapport à ok, et c'est mieux. Ambroise, vous? Oui, non, je pense que le problème de Paratao et de Sokodé, actuellement, les gens sont en train de vivoter dans ces zones. Moi, j'en appelle au pouvoir en place, au gouvernement, de mettre la balle à terre, parce que aller à une élection, on ne va pas à une guerre. S'il y a des incidents qui sont produits quelque part, contentons-nous de produire l'enquête pour sortir les résultats, au lieu de s'en prendre à des pauvres populations dans leur propre maison. Merci. Ça s'est passé à Baie. Même le petit Jojo qui est décédé ici, le Parti Uni n'a sorti aucun communiqué pour condamner ça. Moi, je condamne l'acte qui s'est produit sur nos forces de sécurité. Mais le Parti Uni n'a jamais sorti de communiqué pour condamner la mort du petit Jojo à Baie ici.
Merci. Donc, on ne vienne pas nous raconter pas des de histoires. 2 poids, 2 mesures, s'il nous plaît. Oui, je me rappelle, le monsieur disait que pourquoi je dois douter. Mais je lui réponds tout simplement que, mais, si lui, il doute, et moi, je ne doute pas. Bon, il veut que je change en doutant comme lui. Ça dépend de comment nous voyons les choses. Merci. Donc, ce que sur les bases sur lesquelles lui, en tout cas, les bases sur lesquelles comment on dit ça là? Les bases sur lesquelles il doute. Il doute. Peut-être moi, j'ai autre chose. C'est ça qui me permet de dire que non, je ne doute pas à partir du moment où il y a des parce que quand il le dit, je l'ai rappelé, vous savez, le fonctionnement des armées, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ça. Des gens racontent ça partout, mais ils ne maîtrisent rien de cela. Et moi, je dis, je ne m'aventure pas sur ce point-là. Merci. Encore une fois, nous sommes dans un débat et même si on n'est pas d'accord avec ce que l'autre dit, on l'accepte. C'est son point de vue qu'il faut respecter. On finit avec l'ami Georges. Bonjour. Oui, maintenant, vous nous... Oh, ça va. Dommage que Georges est parti, mais je le connais, il sait qu'il va revenir. Oui, ça faut partir de l'émission. Oui, c'est Georges? Oui, non, c'est Maggie plutôt. Pardon? Oh, demandez à votre compagne de vous laisser le micro libre. Non, je suis à la boutique, la personne lui a acheté quelque chose. Moi, je voulais poser la question concernant une chose. Y a-t-il une différence entre le parti au pouvoir actuel et le gouvernement? Quelle est la différence? Oui, je pense que Michel a déjà fait la précision de ne pas confondre le UNI et le gouvernement. Bien sûr, c'est le parti UNI qui est au pouvoir, mais côté entité, le parti n'est pas à confondre avec le gouvernement. C'est une tradition dans tous les pays. Merci à vous tous qui étaient entrés en ligne. Dommage que Georges n'ait pas pu intervenir aujourd'hui, mais je le connais, il va rebondir demain. Eh bien, très rapidement, en quelques secondes, pour ramasser les propos des auditeurs. Et là, bon, pas pour ramasser les propos des auditeurs, mais il y a une chose personnellement qui me tient à cœur, c'est que nous-mêmes, le travail que nous faisons, nous n'en parlons pas assez. Et je pense que hier, en Conseil des ministres, il y a une décision importante qui a été prise concernant le code de la presse et de la communication, mais j'ai constaté que durant toute l'émission, on n'a même pas pu dire un mot dessus. Et moi, j'aimerais me féliciter de cette importante décision qui a été prise dans le cadre de l'amélioration des conditions ou bien de l'exercice de l'activité du journalisme au Togo, parce que aujourd'hui, avec ce nouveau code, avec cet avant-projet de loi qui a été voté, ça vient confirmer, n'est-ce pas, le fait que les médias en ligne qui font aussi un grand travail au Togo, les confrères des médias en ligne seront également considérés dans la prochaine loi modifiant le code de la presse, et de deux, que le journaliste aujourd'hui ait certaines conditions remplies avant d'exercer le métier. Je pense que c'est des choses salutaires et que les organes de presse se transforment en entreprises de presse pour véritablement être viables. Deuxième chose... votre crédit est épuisé. Ambroise? Oui, moi je voudrais tout simplement dire à ceux-là qui pensent que on peut quand même sortir le Togo de l'ornière, et ils ont raison. Et on ne peut pas sortir le Togo de l'ornière s'ils sont à la maison. Faire de la mobilisation ne veut pas dire qu'on fait un coup d'État, encore moins on fait une insurrection. Moi je dis tout simplement que si vous voulez, le Togolais ne veut pas prendre des armes. Et nous on proscrit ça dans nos ADN. Mais je voudrais dire aux Togolais que si vous voulez qu'il y ait un changement, pour que le pouvoir puisse entendre raison, vous êtes obligé de sortir. Je suis désolé. En tant que citoyen, je suis désolé. Parce que on ne lutte pas pour les autres. On lutte pour les enfants de ceux-là qui sont au pouvoir aussi. Il faudrait qu'on comprenne, que les gens comprennent ça. Merci. Sauf qu'ils ne sont pas obligés, mais ils sont invités. Ils sont invités à sortir pour se mobiliser et manifester. Merci. Pour Michel. le pouvoir entendre raison. Et encore que l'occasion de rêver pour se mobiliser et pourquoi pas faire partie du pouvoir, c'est le jour des élections. Oui, que les élections soient transparentes, c'est ça. Merci. Non, Michel. moi c'est à l'endroit des auditeurs. Je pense que à chaque fois tu prends la peine de les recadrer, mais je pense qu'il y en a jusqu'à présent qui ne maîtrisent pas les règles du jeu, comment intervenir par rapport au point, et d'éviter en tout cas pour ce qui les concerne, parce que si ils nous agressent, nous on est obligé de réagir. Donc il faut que ça soit clair. S'ils nous agressent,
Ça, c'est instantané. Merci encore une fois. C'est un combat d'idées, hein, et les confrères et les auditeurs, chacun ne fait que émettre son avis et nous respectons les avis de chacun, n'est-ce pas, Primus? Tout à fait. Eh bien, très rapidement, avec la dérogation de Pierrot, votre carton de fin d'émission, Michel? Non, je n'ai pas de carton. Je vais... Vous n'avez pas de carton, donc... non, je prends le temps de carton pour quand même... pour souhaiter quand même prendre guérison à tous ceux qui sont sur les lits de l'hôpital Sylvain Soulempio. Au pavillon militaire. Et les autres. Tous les autres qui sont malades. Les autres qui sont malades. Merci. Et l'homme? Bon, je n'ai pas de carton aujourd'hui. Bon courage à toute l'équipe d'organisation de la 16e Foire internationale de Lomé. Merci. Ambroise? Oui, je voudrais saluer, je l'ai dit au début, le directeur général de la foire pour tout le travail qu'il a bas. Il ne dort pas. J'aimerais inviter les Togolais à participer massivement à la foire. Merci. Primus? Merci. Bon appétit à tous les auditrices et aux auditeurs. Et demain au Club de la Presse. Merci. C'est la grande famille du Club de la Presse, que chacun joue le jeu, qu'on s'en tienne au débat, et qu'on fasse l'économie de s'en prendre à la personne. Et puis, vous savez, ce que nous faisons ici au Club de la Presse, ça préfigure du Togo démocratique de demain. Je ne serai pas d'accord avec ce que vous dites, mais je mettrai tous mes efforts en œuvre pour que vous puissiez le dire. Rendez-vous demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.